Bonjour à tout le monde. Je me présente, Valérie Lergotte, je travaille pour Riposte Verte. Donc, en deux mots, Riposte Verte, c'est un cabinet de conseil autour du développement durable sur lequel on travaille vraiment uniquement, enfin principalement, quasiment uniquement avec les entreprises du tertiaire. On a trois missions qui sont d'évaluer les responsabilités sociétales. Pour ça, on fait pas mal d'études. On accompagne les organisations, que ce soit des entreprises ou des organisations publiques dans leur politique RSE de manière globale. Donc, ça peut être du RSE, ça peut être également environnemental ou énergie carbone. Et on crée des outils. On crée des outils avec nos partenaires qu'on met à disposition des petites organisations qui n'ont pas les moyens de se faire accompagner pour mettre en place leur politique propre. Donc, on a sur notre site internet des diagnostics, un diagnostic RSE, un diagnostic environnement, un diagnostic déchets, un diagnostic papier et des outils de communication pour aider les entreprises à mettre en place une politique adéquate. Voilà pour la présentation. On va passer dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment mettre en place dans un environnement de bureau une politique énergie-climat digne de ce nom. Alors, pourquoi c'est important déjà? Parce que la part de la population active travaillant derrière un bureau n'est pas neutre, loin de là. C'est même 50% des salariés en France qui travaillent derrière un bureau, soit près de 13 millions de personnes. Et ces 13 millions de personnes qui travaillent derrière un bureau représentent 8% de la part des émissions de GES, de la part des émissions de GES dues à l'énergie. Donc si là on se cantonne uniquement à l'énergie. Donc voilà, donc on est nombreux et les émissions de par notre activité qu'on génère sont loin d'être neutres. Pourtant, on a souvent l'impression que dans le tertiaire, on ne peut pas faire grand-chose, qu'on ne représente pas grand-chose, et ce qui est un petit peu, enfin, ce qui est complètement faux, hein, puisque on a plusieurs axes d'amélioration pour mettre en place une politique GES. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui avec Stéphane qui va nous présenter dans un second temps, enfin dans un troisième temps même, tout ce qu'on peut faire autour du bâtiment, comment on peut renforcer la performance du bâtiment et les équipements propres au bâtiment. Et puis tout ce que nous, on peut faire, nous, au quotidien dans le bâtiment, nous, travailleurs collaborateurs dans un bâtiment tertiaire, avec tous les comportements qu'on peut mettre en place. Et ils sont très, très, très nombreux. Ça, je vous la présenterai dans un second temps. Avant de passer dans les actions concrètes qui peuvent être mises en place, je voulais juste vous faire un petit point sur le contexte et sur la réglementation. Donc,
En 2010, on a l'apparition de la loi Grenelle 2, où on demande en fait aux professionnels d'engager des travaux de rénovation. Le souci, c'est que suite à cette loi Grenelle 2, le décret qui doit paraître et qui doit un petit peu expliquer ce qu'on va attendre de nous ne paraîtra jamais. J'exagère un petit peu, il va paraître, mais il va mettre du temps, il va mettre même beaucoup de temps, puisqu'en 2012, on a cru qu'il allait sortir, que sous le gouvernement Sarkozy, un petit peu avant la fin de son quinquennat, il allait sortir ce décret, mais finalement, il ne l'a pas sorti, en se disant que le problème, c'est que qui travaille derrière un bureau, les entreprises, mais aussi beaucoup d'administrations publiques, et que donc s'il sortait quelque chose maintenant, ça allait aussi concerner le public, et que ça allait peser sur les comptes publics qui ont été en pleine crise, et que ça allait demander beaucoup de rénovation pour les bâtiments publics qui sont souvent pas les plus récents. Et donc, le décret n'est pas sorti en 2012. Donc, on est 2 ans après la loi, il n'y a rien qui est toujours arrivé. En 2015, on voit enfin réapparaître cette réglementation sur le tertiaire dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Donc, on commence à progresser, mais on est toujours pas au décret, on est dans une loi qui se renforce. Donc là, on reparle d'exemplarité des constructions neuves, et on commence à parler d'une nouvelle réglementation thermique. On va parler d'amélioration dans les performances énergétiques des bâtiments existants. Et on va commencer à parler du suivi des consommations énergétiques et de la maîtrise de ces consommations. Alors, pour l'exemplarité, on parle à ce moment-là, en 2015, d'une nouvelle réglementation thermique qui devait sortir en 2018. On est en 2017, et maintenant on parle plutôt d'une nouvelle réglementation en 2020. On se fixait des objectifs pour les bâtiments existants d'une diminution des consommations d'énergie de 60% à l'horizon 2050, en se disant que tous les 10 ans, on allait améliorer, on reverrait les objectifs, en se fixant des objectifs en fait tous les 10 ans. Donc on est en 2015, le premier objectif devait être fixé pour 2020, après 2030, 2040 et 2050, avec ces moins 60% sur les consommations par rapport à 2010. Et pour le suivi de la performance, on parlait au moment de la loi d'un carnet numérique avec le suivi des entretiens, des entretiens. Le souci, c'est que on attendait toujours le décret. 2010, 2015, on attend toujours le décret. Alors, entre-temps, parce que le décret va quand même arriver à un moment donné, vous allez voir, entre-temps, on a sorti en 2016 une expérimentation qui était plus pour le bâtiment neuf. Cette expérimentation, c'est E+, C-, énergie positive, réduction carbone. Donc, c'est intéressant parce que dans les réglementations thermiques, on parle de diminution des consommations d'énergie, mais on ne parle jamais
du carbone, on met toujours le carbone à côté, et le thermique, enfin, et les consommations de l'autre. Et parfois, ça pose souci parce que pour moins consommer, pour autant, on va émettre plus de CO2. Parce qu'on va faire des changements dans les équipements, par exemple. Alors que là, voilà, avec cette expérimentation sur le neuf, encore une fois, je me répète, on met les deux ensemble. Donc l'objectif, c'est de moins consommer d'énergie, mais c'est aussi c'est un de moins consommer d'énergie et d'aller sur des bâtiments à énergie positive et de diminuer les consommations de carbone. Donc, cette expérimentation plus c'est moins qui a démarré l'année dernière, qui est en phase d'expérimentation, elle permet dès maintenant d'aller sur un label, ce label plus c'est moins. L'intérêt pour les, alors là on est plus sur les grosses foncières, les gros bailleurs, les gros donneurs d'ordre. Mais l'intérêt d'aller sur cette expérimentation, ça va être de tester probablement la nouvelle réglementation thermique, puisque les objectifs qu'on se fixe avec plus c'est moins seront probablement les bases de la réglementation thermique, probablement la RT 2020. Et en 2017, on voit enfin apparaître le décret tertiaire qui définit qui va être concerné. Donc là, on n'est plus sur les bâtiments existants. Donc, qui est concerné par ce décret tertiaire? Ce sont les surfaces de plus de 2000 m². Alors, que l'on soit nous, entreprises, dans un bâtiment de plus de 2000 m², ou que l'on soit nous, petites entreprises, dans un grand bâtiment avec d'autres entreprises, et que la somme de toutes les entreprises, de toutes les surfaces des entreprises soit de plus de 1000 m², on est également concerné. Quelles obligations avec ce décret? C'est pour les entreprises de réaliser une étude énergétique, de réduire à l'horizon 2020 de 25% ses consommations d'énergie, de mettre en place un scénario pour atteindre d'ici 2030 les moins 40% sur les consommations d'énergie, et d'avoir des actions de sensibilisation auprès des occupants. Le souci de ce décret, alors le premier souci, c'est qu'il n'y a pas de sanction. Si jamais on n'atteint pas les objectifs, il n'y a aucune sanction. Ce que se dit le législateur, c'était que il fallait juste justifier la non-atteinte des objectifs et que le marché régulera par lui-même. Le deuxième souci du décret tertiaire, c'est qu'il est apparu en 2017 avec des objectifs, avec des échéances pour 2020, et qu'il est apparu en mai 2017 et en juillet 2017, donc pendant l'été, il a été suspendu parce que les différents acteurs ont trouvé que les délais étaient bien trop courts pour mettre tout ça en place. Et que normalement dans la loi il y avait une obligation d'avoir au minimum 50 délais pour pouvoir mettre les choses en place, et que là on était en 2017 avec des objectifs 2020 et donc ça a été retoqué et ça a été annulé et suspendu. Juste pour la petite histoire, ce décret il est sorti quelques jours avant la fin du mandat de François Hollande. Donc c'était un petit peu une blague, c'était de dire voilà, depuis plusieurs années je dois le mettre en place, je le mets enfin en place, même si je sais que je laisse
plus de temps aux bailleurs et aux occupants pour pouvoir le mettre en place sérieusement. Ceux qui ne se sont pas préparés, tant pis pour eux. Et est arrivé ce qui devait arriver. Le décret a été suspendu. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on attend un nouveau décret. Donc on attend que le cabinet de Nicolas Hulot nous sorte un nouveau décret. En gros, si on regarde bien, on aura perdu 10 ans. Pour les structures qui ne se sont pas mises en place par ailleurs, on aura perdu 10 ans. Voilà Stéphane qui arrive. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que le nouveau décret apparaisse. Et c'est ce qu'il fallait faire déjà. C'est ce que la plupart d'entre vous font. Mais il faut calculer ces émissions directes et indirectes. Il faut fixer des objectifs chiffrés et définir un plan d'action. Et puis, il faut évaluer et adapter sa démarche. Voilà, c'était un rapide focus des 10 dernières années, de ce qui s'est passé sur les 10 dernières années. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, maintenant, ce qui m'intéresse de voir, c'est ce que vous faites, puisque la réglementation, en même temps, elle va tout doucement. Est-ce qu'on va faire un petit sondage pour voir un petit peu si vous, dans vos organisations, vous avez une politique carbone, pas une politique environnementale, pas une politique RSE, vraiment une politique carbone, c'est-à-dire que ça va prendre en compte une politique RSE ou une politique environnementale, mais où vous allez également suivre les émissions de GES générées par votre organisation. Donc, on va ouvrir le sondage, et puis c'est très très simple. C'est est-ce que dans votre organisation on suit alors le sondage, il est par là. Vous pouvez y répondre. C'est bon Valérie, le sondage est lancé. Je vois ça. Donc là, vous êtes 60% à voter, à avoir voté. On va laisser encore un petit peu de temps. On va vous laisser encore un petit peu de temps. Vous êtes 70% à avoir voté. Et on va découvrir les résultats juste derrière. Voilà, vous êtes 70% à avoir voté. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Est-ce que dans votre organisation, on suit des émissions de GES, et pas uniquement on met en place une politique environnementale ou une politique RSE. Alors on va clôturer le résultat et vous allez pouvoir voir les résultats. Je te laisse faire, Emeline. C'est bon, les résultats sont affichés. Donc, 61% des personnes ayant voté n'ont pas de politique carbone dans leur organisation et 40% en ont. Ok, ça montre que ça avance. Ça montre que ça avance. Maintenant, il reste encore du chemin à parcourir. Et au vu de la réglementation qui avance doucement, il faut que les organisations n'attendent pas que la réglementation arrive et continuent à bouger. Et ne soient pas uniquement sur leur consommation d'énergie. Encore une fois, l'importance de calculer ces émissions de GES directes et indirectes. Indirectes, pour ceux qui ne savent pas, on va prendre
toute ton activité et on va, en fonction de tout ce que tu fais dans ton activité, on va aller le transformer en émission de GES, enfin, on va aller le transformer en émission de GES. Voilà, on va passer à la seconde, enfin avant de passer à la seconde partie, on va aller, voilà, on va prendre un petit temps d'échange si vous avez quelques questions, et puis ensuite on passera dans ce qui nous intéresse et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir une politique carbone intéressante. Donc, je ne sais pas si vous avez posé quelques questions pendant si ça vous a amené quelques petites questions pendant la première partie de la présentation. Cyril? Oui, alors non, il n'y a pas eu de questions posées. Du coup, moi, j'avais tout de même une ou deux questions, à savoir, tu n'as pas parlé de la RT 2020 et du lien avec l'expérimentation. Est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus? Alors, donc au départ, le législateur parlait d'une RT 2018. Ça a pris du retard et là, on parle plutôt d'une RT 2020. C'est pas encore arrêté, mais probablement qu'on parle, enfin que la nouvelle réglementation thermique apparaîtra pour 2020. Elle devrait être basée sur cette certification, enfin sur ce label, sur cette expérimentation E+, C-, avec d'un côté des bâtiments qui consomment de moins en moins et qui soient énergie positifs. Et puis j'espère qu'on devrait voir arriver dedans des points sur la prise en compte des émissions générées, enfin des émissions de gaz à effet de serre générées par les bâtiments. Donc, les bruits de couloir on partirait là sur une RT 2020. Ok, merci. Donc, j'ai une deuxième question, puis après, comme on est un petit peu en retard, on pourra avancer. Une question de Violaine. Difficile de convaincre une direction sans contrainte réglementaire, uniquement sur l'argument environnemental. Avez-vous des pistes? C'est un petit peu tout ce que je vais raconter ensuite. Alors, les pistes, on va les voir effectivement un petit peu derrière. C'est vrai que si on attend la réglementation, elle arrive doucement et ça va très tranquillement. C'est pas gagné. Les pistes, on va les voir derrière. Mettre une politique environnementale et par là même mettre une politique de gaz à effet de serre, politique carbone dans son entreprise, ça fédère les équipes, ça peut générer, ça génère souvent des gains financiers, ça améliore l'image de son entreprise. Donc il y a pas mal de pistes. Après, il faut essayer de convaincre sa direction en fonction de comment lui peut l'entendre. Est-ce que c'est les gains financiers que ça peut générer? Est-ce que c'est les meilleures qualités de travail que ça peut amener aux collaborateurs? Est-ce que c'est la sensibilisation des équipes et la fédération des équipes, attirer de nouveaux talents? Il y a plusieurs leviers. Il faut utiliser le bon en fonction de sa direction. Ok, pas de questions supplémentaires. Merci. Ok. Donc là maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Alors, moi, je vais présenter pendant une dizaine de minutes. Enfin, je vais présenter pendant une dizaine de minutes ce qu'on peut faire pour que les comportements des salariés
soit moins émissif en carbone, toutes les actions qu'on peut mettre en place. Alors, je vais évidemment pas tout parler de tout, parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais vous montrer quelques pistes sur différents sujets. Et puis ensuite, Stéphane nous parlera de tout ce qui peut être fait et de tout ce que fait Gecina autour du bâti et de l'équipement qu'on va retrouver, des gros équipements qu'on va retrouver dans le bâtiment. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que chaque consommation, chaque point de notre activité a un impact sur l'environnement et par là même un impact sur les gaz à effet de serre que ça génère. Et donc, il faut pas uniquement essayer de chercher à diminuer ses consommations d'énergie, mais il faut aussi travailler sur tous les autres points. Donc, encore une fois, je vais vous en décrire quelques points qui peuvent être mis en place autour des achats, par exemple. Autour des achats, il faudrait mettre en place une gestion centralisée des principaux achats. L'objectif de cela, c'est de limiter les livraisons, par exemple. Les livraisons, c'est des camions qui arrivent et moins il y a de camions qui tourneront parce qu'on aura fait moins de commandes, enfin on n'aura pas moins commandé, mais on aura passé moins de commandes à travers l'année, on aura moins de livraisons qui arriveront sur le site. C'est de choisir des produits reconditionnés ou recyclés. Si on veut passer d'une économie linéaire, notre économie actuelle, à une économie circulaire, il faut aussi que nous, quand on achète des produits reconditionnés et recyclés. En plus, le principal impact GES des produits qu'on utilise, c'est lors de leur fabrication ou ou en fin de vie, lors de leur destruction. C'est pas lors de la phase d'utilisation. Donc, si on utilise des produits plus longtemps, eh ben, on va lisser sur plus d'années les GES qui auront été générés en phase de fabrication et en phase de fin de vie. Pour ça, on peut se servir du coup du cycle de vie et donc aller essayer un petit peu de faire des analyses quand c'est pertinent et quand on a des gros achats. Et on peut plutôt aller sur des produits qui vont être éco-conçus avec une possibilité de recyclabilité, de démontabilité, pour qu'on puisse les réutiliser un petit peu plus longtemps. Donc c'est à nous d'être des acheteurs responsables là-dessus. Petit focus sur le papier. On est en train de parler principalement des entreprises du tertiaire. Donc, la consommation de papier, c'est très important dans les bureaux. Acheter du papier recyclé, c'est 40% de moins de GES qu'un papier de fibre vierge. On parle d'un papier de fibre vierge sans label ou même un papier de fibre vierge avec un label. Avec un label qui peut être l'UFSC ou le PEFC. C'est d'aller sur un papier avec un grammage moins important. Moins il y a de matière, moins derrière il y aura d'émissions de GES. Le deuxième point, parce que l'énergie, ça reste quand même très important, c'est d'aller faire un petit peu attention à la gestion de l'énergie dans les bureaux. Bannir les bureaux en centre ou au milieu de plateau. Pourquoi? Juste pour éviter pour pouvoir avoir de la lumière naturelle et pas être obligé d'éclairer ses salariés, ses collaborateurs avec de la lumière artificielle, et pouvoir bénéficier de cette lumière naturelle. Un gros point qu'on oublie souvent,
la politique au niveau de la gestion de l'informatique. Alors, utiliser son matériel plus longtemps, hein, comme je l'ai dit d'avance sur le slide d'avant sur les achats, plus on utilisera son matériel longtemps, plus l'impact sera lissé sur le nombre d'années. Mais une politique informatique intéressante, c'est aussi de faire attention à la gestion des courriels. On y pense peu, mais envoyer des courriels envoyer des courriels inutiles avec des pièces jointes inutiles, et ben c'est des GES supplémentaires qui sont émis parce qu'il y a des serveurs qui sont là pour gérer tout ce flux d'informations qui part. De la même manière, limiter l'espace individuel de stockage des données dans le cloud, c'est très bien. Le cloud, ça a un avantage pour le travail mobile, mais d'un autre côté, ben, ça génère beaucoup de gaz à effet de serre, dans le sens où ben, il y a des serveurs qui sont là et qui fonctionnent 24 heures sur 24 pour qu'on puisse avoir accès à nos données tout le temps. Privilégier les sources renouvelables. Alors en France, voilà, l'électricité est principalement nucléaire. Au niveau GES, il n'y a pas de gros soucis. Par contre, il y a d'autres soucis avec le nucléaire. Je ne vais pas rentrer dans cette discussion-là, mais en tous les cas, c'est des soucis qu'on a beaucoup moins avec des énergies renouvelables. Donc, bah, c'est passer sur des sources d'énergie renouvelable. La climatisation, promouvoir des solutions alternatives à la clim, c'est important. Parce que la clim, c'est des gaz frigorigènes qui normalement ne sont pas perdus, mais il y a toujours des fuites. Et ces gaz frigorigènes, quand on les retrouve dans l'atmosphère, ils ont un pouvoir ce sont des gaz à effet de serre qui sont très très puissants. Et donc, les petites pertes, c'est très très important au niveau du changement climatique. Donc, on passe sur tout clim, mais si vous pouvez essayer de trouver des alternatives, ça serait plutôt pas mal. Passer en revue le niveau d'éclairement, hein, c'est un petit peu le b.a.-ba. Est-ce qu'on a besoin toujours d'avoir 3 à 4 néons au-dessus de sa tête? Ce n'est pas toujours le cas. On était sur promouvoir autre chose que la clim, ça peut être trouver des solutions comme ventiler la nuit. Programmer les sauvegardes en journée, c'est limiter les espaces de. Enfin, on est toujours sur l'informatique, sur permettre de ne pas avoir des ordinateurs qui sont allumés toute la journée. Bannir les distributeurs de boissons et snacks, c'est 24 heures sur 25, ça fonctionne, 7 jours sur 7, alors que c'est utilisé qu'une partie de la journée. La qualité qu'on retrouve dans ces snacks n'est pas toujours, dans ces distributeurs, n'est pas toujours au rendez-vous, et même rarement. L'éco-mobilité, un autre gros point. L'indemnité kilométrique, ça vient d'arriver. Essayer de promouvoir, utiliser ce nouveau cadre législatif, rembourser les personnes qui viennent en vélo, qui viennent travailler en vélo, leur rembourser une petite indemnité qui peut aller jusqu'à 200 € par an. Utiliser le train plutôt que l'avion. Le train, c'est quasiment 100 fois moins de GES émis par rapport à l'avion pour une même distance. Aller sur le covoiturage, promouvoir le covoiturage. Une personne dans une voiture, 2 personnes dans une voiture, les mêmes émissions sont divisées par 2 si on est 2 dans la voiture plutôt que 1. Et pour ça, pour une entreprise, on pourrait réserver des places de parking aux collaborateurs qui pratiquent le covoiturage.
pour essayer de promouvoir le vélo, en plus de certaines indemnités kilométriques, faire des places de parking de vélo. Installer des équipements de visioconférence, ça va permettre d'utiliser moins le train et l'avion, enfin moins l'avion surtout, mais également moins le train. Pour finir, la gestion des déchets. Gérer les déchets, c'est important. On jette en gros 125 kg de déchets par salarié par an. Donc, dans ces 125 kg, on a 70-75% de papier. Donc, voilà, c'est important de mettre en place le tri, alors que ça soit au poste de travail ou en point d'apport volontaire, peu importe. Mais le mettre en place. Et pour ça, il faut adapter les équipements. Il faut communiquer en interne, répéter régulièrement les consignes, donner les chiffres de tri. Et ça va permettre d'améliorer le tri des déchets.